L'épisode d'aujourd'hui a été particulier pour moi parce que j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui a parlé avec son cœur. Chaque mot qu'il a utilisé, chaque phrase, chaque sujet était ressenti. De par son expérience outre-mer jusqu'à ici, je vous garantis que vous allez rencontrer un humain que j'ai adoré découvrir. Rodolphe, merci pour ton temps. Guys, restez là. Vous allez littéralement tomber en amour avec lui. Toi, tu avais, excuse-moi, mais développé des problèmes. Ça s'est d'abord manifesté avec la coloration capillaire et les produits décolorants. J'ai eu des plaques au niveau des mains, des coudes, des difficultés aussi à respirer. J'avais des problèmes au niveau du nez, au niveau de la gorge, au niveau des oreilles aussi. Clairement, aucun avenir n'était envisageable pour moi. On continue à utiliser des ingrédients qui sont quand même non seulement mauvais, mais décrits par les comités scientifiques de très dangereux pour l'environnement, l'organisme et également pour la fertilité. Pour les cancers, c'est que face à la difficulté d'un métier passion comme le nôtre, on se retrouve avec des jeunes qui pensent qu'en claquant des doigts, les choses arrivent simplement, facilement, parce qu'ils l'ont vu sur les réseaux sociaux. Tu n'ouvrais pas la bouche, c'était le patron qui parlait, tu l'écoutais, tu le regardais comme un dieu, tu ne quittais pas l'établissement tant qu'il ne te donnait pas l'autorisation, tu ne demandais jamais de vacances, tu ne demandais jamais rien. What's up, guys? C'est même pas commencé, puis on a déjà fait le tour. On a déjà beaucoup de plaisir. Vous le savez, à chaque épisode, maintenant à chaque saison, parce qu'on est dans une nouvelle saison, on reçoit des gens qui sont inspirants, qui vont m'inspirer moi aussi d'abord et avant tout. Je pense que c'est important que je ressente ça sincèrement quand je reçois un invité. Puis là, on a quelqu'un de qui j'ai extrêmement hâte d'apprendre parce qu'il va nous emmener un univers ou une énergie qui est vraiment la sienne. Puis je suis extrêmement excité, j'ai hâte d'en apprendre encore plus. Il est propriétaire du brand Rodolphe & Co. et aussi propriétaire de salon en France. C'est un immense plaisir de te recevoir. Écoute, merci à toi. Rodolphe, bienvenue. Merci aussi, merci de m'accueillir. Ben, ça me fait plaisir. J'ai l'impression qu'on se connaît déjà. Même si on ne se connaît pas, on a eu la chance de jaser un petit peu déjà, puis on partait dans toutes les directions, puis j'étais comme OK, ça va être malade, ce podcast-là. Mais tu sais, je pense que tu vas pouvoir emmener une dimension qu'on connaît peut-être moins, qu'on connaît peu. Tu sais, on va parler bien sûr de ton brand qui est incroyable avec tout ce qu'il y a en arrière de ça. On va parler un petit peu de l'expérience que tu as eue en Europe, comment ça se fait là-bas, les différences avec ici, ça va être incroyable. Première chose, quand j'ai appris à te connaître, si on veut, puis que j'ai eu conscience de ton histoire personnelle, parce que, bon, il faut le dire, tu as ton brand de produits dans lequel il y a de la coloration et il y a des produits coiffants aussi. Mais ton histoire, quand je l'ai su, quand Kev m'en a parlé, ça m'a vraiment touché parce qu'il y en a beaucoup qui, malheureusement, à cause de problèmes qu'ils ont développés avec les produits de coiffure, que ce soit des problèmes de peau, des problèmes de santé en général, tu as eu un parcours qui a été comme ça, puis tu as quand même réussi à faire quelque chose de beau avec ça. Fait que peut-être que d'entrée de jeu, je te demanderais, premièrement, comment ça va ta santé, puis c'est quoi ton histoire à travers ça? En fait, je vais beaucoup mieux depuis maintenant quelques années. Je suis dans ces affaires depuis 14 ans maintenant, dans le naturel finalement, qui a bouleversé ma vie. Ça fait 14 ans que tu as parti le brand? Ouais. Malade. Ça fait 14 ans que je me suis lancé dans l'aventure, c'était en 2009 plus exactement, et le premier produit est lancé en 2014, donc il y a eu du temps entre le penser et le concevoir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, quand on prend conscience de ce qui est important pour soi, sa santé, mais aussi peut-être aussi ses envies, ses choix, on prend aussi des décisions fortes pour s'en sortir. Et finalement, professionnellement et personnellement, quand on est entrepreneur, les choses sont très liées. Donc je me suis tourné sur des produits naturels parce que je considérais à cette époque-là en fait, que la nature nous le rendait bien et qu'elle n'était pas forcément dangereuse pour nous. Alors j'ai compris que les choses étaient bien plus compliquées que ce que je pouvais imaginer dès le départ. Puis toi, tu avais, excuse-moi, mais développé des problèmes
D'allergies. J'ai eu des allergies à la fois cutanées et respiratoires. Donc, ça s'est d'abord manifesté avec la coloration capillaire et les produits décolorants. J'ai eu des plaques au niveau des mains, des coudes également. Et puis après, j'ai eu des difficultés aussi à respirer. J'avais des problèmes au niveau du nez, au niveau de la gorge, au niveau des oreilles aussi qui se bouchaient. Donc, ça devenait vraiment un problème qui était en train de se généraliser. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je peux considérer que la vie m'a dit stop. Et sur le moment, j'ai considéré à mon jeune âge, j'avais une vingtaine d'années, que le monde s'écroulait, que c'était pas juste, que c'était difficile. Est-ce que tu t'es dit, excuse, peut-être que je suis pas sur mon X, peut-être que la vie m'envoie un signe de dire, hey, fais autre chose, ou tu étais tellement passionné que tu savais que c'était ça, peu importe quand même? Alors, en fait, j'ai pensé d'abord que la vie m'envoyait un signe, un mauvais chat noir, dans le sens où, bon, c'était pas un métier pour moi, qu'il fallait que je fasse complètement autre chose. Mais le métier, je l'aime. Je l'ai aimé dès le départ. J'ai fait un stage quand j'étais au collège et j'avais aimé ce stage. C'est pas le métier qui m'a vraiment plu à la base. Ce qui m'a plu, c'est le relationnel, l'accueil, je sais pas, la bienveillance qu'il y a et puis l'intimité qu'on a avec les clients. C'est ce que j'ai le plus aimé dans ce métier. Finalement, c'est ce qui m'a donné envie d'en savoir plus. Parce qu'après, je savais pas trop ce que les gens faisaient. Tu sais, quand tu as 16 ans et que tu commences et que finalement, tu découvres un métier qui est très technique, mais au final, tu n'as aucune base de connaissances. Donc, bon, la seule chose qui peut te décider à te lancer, c'est est-ce que j'aime ce qui est autour de ce métier? Ouais, quelles sont les valeurs? Quel type d'humain je vais être moi là-dedans? T'sais? Est-ce que je me sens à l'aise d'accueillir des clients, de toucher les cheveux d'une cliente, d'oser toucher une cliente? C'est quelque chose que peu de gens sont capables de faire en fait. Toucher quelqu'un d'inconnu, c'est quelque chose qui n'est pas simple à faire. Et en fait, j'ai aimé ce contact. Mais j'ai aimé le voir surtout, parce que c'était des stages d'observation, et j'ai aimé le constater, le voir, et je me suis dit, un jour, ça peut être moi. Et c'est ce qui m'a fait aller de l'avant. Mais en fait, au bout de 6-7 mois après avoir commencé la coiffure, je me suis heurté à des allergies directement cutanées qui m'ont empêché de travailler. Et en plus, fait exprès, la vie m'envoyait un signe. Je me sentais plus coloriste que styliste et j'avais des allergies de coloriste. Donc du coup, je me suis vraiment reposé cette question, suis-je fait pour ce métier? Donc, est-ce que tu as eu, excuse-moi, parenthèse, mais un diagnostic? Quelqu'un qui t'a dit, un médecin t'a dit, regarde, si tu continues... Oui, j'ai été voir un allergologue et ça a été beaucoup plus loin puisqu'en fait, j'ai été inapte au travail parce que les allergies étaient vraiment déjà très intenses pour mon jeune âge. C'est-à-dire que clairement, aucun avenir n'était envisageable pour moi. Donc en France, à partir du moment où tu es catalogué inapte, tu n'as plus le droit de travailler dans ce secteur. Ce n'est pas qu'une question de volonté, c'est une question de tu ne peux plus. La sécurité sociale ne te protège plus en France. Je comprends. Donc ça devenait vraiment très compliqué. Puis encore une fois, je connaissais rien à la vie, j'étais très jeune. Donc c'était difficile. Voilà, quand tu as 18 ans, tu sors de l'école, tu t'attends pas à des choses comme ça à vivre. Et c'est vrai que personnellement, tu te cherches beaucoup et tu sais pas, tu démarres et c'est une mauvaise surprise. C'est une mauvaise surprise que d'ailleurs, en France, 10% des jeunes vivent ça. 10% des jeunes en coiffure arrêtent ce métier à la fin de leur école parce qu'il n'y a pas d'issue pour ces jeunes-là. Ils sont allergiques, intolérants aux produits, que ce soit les produits de couleur ou autres, et ils n'ont pas de solution. Puis j'imagine que de ce 10%-là, la majorité abandonne. Toi, ils abandonnent quasiment tous, parce qu'il y a une méconnaissance des alternatives. Il n'y a, à mon sens, pas de pédagogie en école, pas assez. Et ça, c'est un vrai sujet, et d'ailleurs, je travaille beaucoup dessus, parce que je me sens vraiment concerné quand j'ai encore des jeunes qui décrochent par rapport à ça, et je me dis qu'aujourd'hui, avec mon expérience et mon expertise, je pense que j'ai un rôle à jouer aussi pour ces jeunes générations qui décrochent. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Et je ne sais pas comment c'est ici au Québec, mais en France, on a de plus en plus de difficultés à recruter des jeunes générations de coiffeurs. Il y a de moins en moins de coiffeurs parce que c'est un métier qui est difficile, c'est un métier avec des horaires flexibles, c'est un métier de contact avec les clients, c'est un métier physique et mental. Et c'est aussi un métier qui ne rémunère pas assez. Donc du coup, on se retrouve avec beaucoup de oui mais, et en fait, on a beaucoup de jeunes qui décrochent, alors que fatalement, il y a beaucoup de solutions, mais peu de propositions pour ces jeunes-là. Voilà. C'est tellement bon. Est-ce que le programme d'éducation en France est resté le même?
Parce que je prends ici au Québec, mettons, c'est super archaïque. Là. On va faire encore des 200 heures de permanente. Puis, bon, le programme d'éducation qu'on offre aujourd'hui aux étudiants et étudiantes, c'est le même qu'il y a, 50, 60 ans. T'sais. Fait que j'ai l'impression, moi, qu'il y a un clash entre ce qu'on voit. Je pense à un jeune barbier ou une jeune coiffeuse, ou peu importe, qui regarde les médias sociaux, qui voit ce qui se fait, puis qui voit la beauté du métier, puis qui a un appel dans ses tripes de hey, « moi aussi, je veux créer ça ». Elle arrive à l'école, puis c'est un univers qui est complètement différent de ce qu'on fait maintenant. Est-ce que c'est un petit peu comme ça? Parce que je pense qu'ici, c'est une partie du problème du pourquoi on décroche avant même la fin de la formation. Est-ce qu'il y a ça un petit peu? Est-ce qu'il y a des manques vraiment au niveau du programme en France ou c'est peut-être plus un problème générationnel ou de... T'sais? Je pense... De ce que je vois dans mes salons, les apprentis que j'ai pu avoir et former, il y a clairement un décalage entre ce qu'ils apprennent et ce qu'on fait au quotidien en salon. Ça, c'est une évidence. Maintenant, c'est aussi générationnel. On ne va pas se mentir. La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas la jeunesse d'il y a 20 ans. Hein? Moi, il y a 20 ans, en coiffure, tu n'ouvrais pas la bouche, c'était le patron qui parlait, tu l'écoutais, tu le regardais comme un dieu, tu ne quittais pas l'établissement tant qu'il ne te donnait pas l'autorisation, tu ne demandais jamais de vacances, tu ne demandais jamais rien. Aujourd'hui, les jeunes, ils posent leurs conditions, ils n'ont même pas 18 ans, qu'ils ont déjà des exigences et des conditions. Voilà. Donc, je ne dis pas que ce n'était pas assez ou trop avant, parce qu'à une époque, n'oser rien dire, c'était aussi, je pense, un vrai problème. Tout à fait. Je pense qu'en fait, on était dans un ancien système qui, à mon sens, donnait trop de pouvoir à l'un et pas assez à l'autre. Et c'est ce qui a aussi beaucoup découragé beaucoup de générations à faire ce genre de métier, parce que c'était vraiment un métier qui était très difficile et très profitable pour d'autres. Donc ça, c'était vraiment mal vu. Par contre, aujourd'hui, ce que je ne supporte pas, ce que j'aime pas, en fait, c'est que face à la difficulté d'un métier passion comme le nôtre, on se retrouve avec des jeunes qui pensent qu'en claquant des doigts, les choses arrivent simplement, facilement, parce qu'ils l'ont vu sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont pu le constater en école, parce qu'ils ont pu travailler au bout de 3 mois avec une marque ou avec des produits. Donc, ils se sentent déjà coiffeurs professionnels. En fait, ils ne savent encore rien, mais tout est accéléré et décuplé à cet âge-là par notamment l'apparition de tous les supports numériques, les YouTube et tout ça. C'est pas un problème en soi, mais en fait, ça leur fait monter à l'âge adulte et mature, alors qu'ils sont ni adultes ni matures. Donc, ça va trop vite. Voilà. On est un métier d'expérience. Sans expérience, on ne peut pas tout savoir sans expérience. On nous le rappelle toujours. Est-ce qu'il y a peut-être un équilibre à trouver, je le dis souvent, entre ce que les anciens faisaient puis cette génération-là qui est très libre, qui est à l'écoute de ses besoins, qui veut d'abord et avant tout imposer ses limites, se respecter. Je pense que, tu sais, moi souvent, je le dis souvent, mais j'aime ça me regarder dans le miroir pour faire comme, est-ce que c'est moi qui ai rendu le boomer, puis c'est moi qui ai rendu archaïque? Est-ce que j'ai à apprendre aussi de ça? Je pense qu'il y a un équilibre entre ça puis ce qui était fait. Tu sais. Je pense qu'on a clairement, nous, à apprendre de ces générations-là. Bon, nous, ce qui a été fait par le passé, c'est déjà passé. Hein, on ne va pas revenir sur le passé. Mais pour les jeunes générations, je pense qu'il y a un équilibre entre l'attractivité de ce métier et aussi la réalité du commerce. On a un métier de contact, de commerce. On n'est pas comme dans certains métiers où on peut travailler que 3 jours, comme dans certains métiers d'ouvrier ou autre. Donc, si tu veux être coiffeur et que tu ne veux pas travailler la fin de semaine et le week-end, bon, ben, il faut peut-être changer de métier, par exemple. Moi, je me heurte à beaucoup de salariés, par exemple, qui postulent chez moi, par exemple, et qui vont me dire moi, je ne travaille pas le vendredi, pas le samedi. Ben oui, mais on fait comment? Parce qu'en fait, le vendredi et le samedi, les clients, ils veulent se faire coiffer. Donc, on fait comment? Ah, mais c'est pas mon problème. Ben oui, mais c'est pas mon problème. Mais tôt ou tard, ça sera le tien, parce que si tu n'as plus de métier, on fait comment? Donc, c'est toujours un peu compliqué. Donc, je pense que par la pédagogie, mais aussi par l'attractivité du métier et aussi des avantages que le métier peut proposer, on a quand même un très beau métier on peut, par exemple, tout au long de notre carrière, continuer à se former. On a quand même des possibilités d'évolution quand même assez importantes dans ce métier. De voyage, tu en as un exemple? Par exemple, mais en fait, les coiffeurs se limitent souvent à ce qu'ils connaissent parce qu'ils ont aussi peur d'aller au-delà. Mais en fait, moi, ce que j'explique souvent, il y a beaucoup de gens qui me disent « mais toi, Rodolphe, c'est différent.
Toi, tu as réussi, tu es tombé dans le naturel au bon moment. Alors ça, je l'ai entendu. Mais je dis, je suis tombé dans le naturel au bon moment. Non, je suis tombé dans le naturel. Tout le monde se foutait de moi parce que je parlais de produits que personne connaissait et on me disait tout le temps que j'allais me gourer, C'est me extrêmement planter. difficile d'être un pionnier, Mais vraiment. en fait, les gens, c'est une fois le succès là qu'ils disent ah mais waouh, c'est incroyable, t'as vraiment eu de la chance et tout. Et moi, ce que je leur dis souvent, je leur dis mais moi, tu sais, la chance, elle n'a pas frappé à ma porte en fait. Moi, la chance, je ne la connais pas. En fait, je ne l'ai même pas croisée. Parce que ce que je leur explique tous les jours, c'est que mon métier, c'est un challenge quotidien, c'est des ennuis tous les jours. Il n'y a pas une journée où je ne reçois pas un mail, un problème. Il y a toujours. Mais j'aime ce métier parce qu'il m'emmène plus loin. C'est ça qui me plaît. Sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. Parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'ennuis, c'est beaucoup de nuits sans dormir, du stress permanent. Mais au final, c'est que du positif. Parce qu'on sait qu'on fait les choses avec conscience, avec beaucoup d'humanité, avec le cœur. Et ça, c'est très important aussi. J'ai pas la sensation fatalement de travailler. Je fais un métier passion. Je fais ça, c'est presque comme si c'était du hobby pour moi. Sauf que ça prend beaucoup de temps, voilà, c'est certain. Mais c'est beau de t'entendre à ce niveau-là parce que je pense que, encore là, je reviens à la génération plus jeune, exemple, qui vont voir tout le beau visuel de ce qui peut être projeté, exemple, sur les médias sociaux, mais Bien sûr. Reste que la passion viscérale, puis ce désir-là de le faire puis d'aller plus loin, reste la chose la plus importante. C'est l'essence même, en fait, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'énergie, parce on est dans des métiers, et tu le sais comme moi, on est quand même très seul quand on doit prendre des décisions, quand on se lance dans des nouveaux projets. En fait, on prend la responsabilité de tout. Parce que nous sommes des compagnies de petite taille, de taille moyenne. On n'est pas détenus par des grands groupes. Donc, les décisions, elles ne sont pas groupées. Donc, chaque projet, chaque idée, il y a des conséquences positives, négatives. On ne sait pas, en fait. Ça peut être très bénéfique comme pas. J'ai vécu plusieurs fois dans ma vie professionnelle des moments extrêmement délicats parce qu'on est confronté à des périodes très compliquées comme on a pu avoir ces dernières années, imposées donc par les gouvernements ou des choses comme ça qui nous imposent à nous remettre en question, à replonger dans nos livres pour essayer de trouver de la nouveauté, des idées pour survivre, parce que beaucoup de sociétés ont fermé pendant le Covid, par exemple. Ouais, puis en ce moment encore. Beaucoup encore, parce que la conséquence, en fait, elle est sur du long terme. Mais en France, on a eu aussi des gros problèmes de manifestations avant, avec les manifestations des Gilets jaunes, qui a pris des proportions énormes pour l'économie française, et du coup sur les ménages. Et donc, c'est vrai que, en fait, mis bout à bout, on vit des moments quand même pas évidents au niveau du commerce, avec une immense concurrence aussi du numérique. Donc, c'est vrai que ce qui est bon de partager, justement, c'est exactement ce que le numérique et les crises ne font pas, c'est-à-dire le partage et l'humain. C'est ce qui permet de rassembler, de faire fonctionner le système du commerce de proximité. Et du coup, notre métier en fait complètement partie, parce qu'on ne vend pas qu'un produit, on vend surtout du service. Ouais, on vend l'humain derrière aussi. C'est surtout ça. Et une expertise, une expérience et beaucoup de contacts et de relationnels. Je pense notamment à quand les salons de coiffure ont réouvert après le Covid. Je repense à tous ces clients et tous ces messages de sympathie qu'on a pu avoir, de clients qui trouvaient vraiment le temps long, qui étaient seuls. Il y a beaucoup de personnes qui vivent seules. En France, il y a eu plusieurs études qui disaient que quand même, une grande majeure partie des gens étaient en dépression suite à cette Covid terrible, parce que en fait, c'est des personnes qui vivent seules. Donc, si elles ne sortent pas de chez elles, en plus, elles étaient isolées pendant plusieurs mois. Et donc, c'est vrai que là, on se rend compte en fait de l'importance de l'humain, et que malgré le fait qu'on est dans une société hyper connectée, les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls. C'est tellement bon ce que tu dis. Puis moi, ça m'a aussi amené à la réflexion de me dire, on est probablement un des seuls commerces de services où les gens vont aller passer X nombre de temps et s'ouvrir sincèrement.
puis être dans la discussion, puis être dans l'échange, que ce soit, bon, tu sais, je pense à d'autres métiers, par exemple la massothérapie ou bon, tout ça, on va peut-être plus être plus calme, on va peut-être moins échanger, on va peut-être plus être dans la détente, tout dépendant, mais je ramène ça à ce qu'on fait. C'est probablement un des seuls univers où les gens viennent échanger, puis que c'est un moment de qualité parce que maintenant, tu vas dans un magasin de linge, ils ne te regardent même pas, puis ils te disent quasiment d'aller commander en ligne. Ou, tu sais, je veux dire, l'expérience de sortir puis d'aller rencontrer des commerçants, elle n'existe presque plus, à part pour ce que nous, on fait. Fait que ça rajoute encore plus à l'importance. Puis ça, il ne faut jamais l'oublier. Puis comme ce que tu as dit, c'était excellent. La pandémie m'a rappelé à quel point le métier qu'on fait est crucial en ce moment dans la société parce que la réalité, c'est que le contact qu'on a avec eux ne sera pas remplacé par du en ligne parce que, je veux dire, il faut la coupe. Là. On peut vendre des produits, là, mais je veux dire, les cheveux, tu as besoin de voir quelqu'un, puis d'y parler, puis de jaser, puis d'échanger. Fait que ça m'a rappelé encore plus l'importance qu'on avait dans la vie des gens aussi à ce niveau. Ah oui, on reste un métier essentiel. En fait, on est des métiers prioritaires pour la vie et puis aussi pour la dignité. Parce que moi, je le vois, que ce soit des femmes et les hommes, les femmes, c'était surtout pour la couleur, mais les hommes pour la coupe, par exemple, on se sent très vite pas bien, en fait, quand on n'est pas propre sur soi. Ouais, voilà. Pas beau. Ouais. Et ça va très vite, parce qu'une couleur, c'est 4-6 semaines, il y a une première racine. L'homme, au bout de quelques centimètres, ça ne devient pas possible au niveau du visage. Donc, on a vraiment, en fait, cette notion aussi, la notion de l'essentiel, qui n'est pas qu'un côté bien-être. Parce que même si, effectivement, un massage, c'est hyper important, c'est hyper relaxant et tout, ça n'a rien d'essentiel. Voilà. Alors que la coiffure, c'est au quotidien, on se coiffe, on nous voit. Quelle est l'image qu'on renvoie aux autres et à soi-même sans être coiffé? On l'a vu pendant le Covid. Ça a fait des dégâts. si tu avais vu c'est sûr que tu l'as vécu, là, mais les désastres qu'on avait, nous, au retour, quand... ça fait rigoler. Hein. Ça fait des histoires à raconter. C'était fou. C'est une évidence. Moi, j'avais une de mes... un couple d'amis à moi que je suis vraiment proche. Ils voulaient que je les coach à distance, mais zéro là-dedans, là, zéro, Marc puis Lit. Fait que là, Lit, elle tenait le clipper, puis là, Marc était assis, puis là, j'étais comme, j'essayais d'être, mais tu sais, ça a été une catastrophe, là, mais ça a fait des moments vraiment drôles, puis je pense que les gens qui ont essayé, du moins, ont fait comme, OK, ouais, c'est vraiment un vrai métier, là, c'est pas... Oui, mais je pense que, d'ailleurs, on s'en est vraiment rendu compte quand les commerces ont réouvert. Vraiment, les gens nous ont bien remerciés quand même. Parce qu'au final, beaucoup de personnes pensaient que c'était un métier presque inutile. Finalement, non. On ne sait pas faire à la maison comme on fait chez le coiffeur. Oui, puis du niveau de difficulté technique aussi, je pense Évidemment. Que des fois, même moi, quand je n'étais pas là-dedans, j'avais une image, je voyais mon barbier faire, puis j'étais comme, mais tu sais, mais une fois que tu te mets les mains dedans, pour vrai, c'est un autre game. Mais bien sûr. Je veux parler de tes produits parce que je pense que tu es dans un créneau qui est extrêmement puissant par son message en ce moment. La philosophie derrière ce que tu fais, c'est extrêmement fort. Ça a dû prendre énormément de couilles pour le faire puis le lancer parce que, on va en reparler un petit peu tantôt, mais je ne sais pas à quel point les gens sont rendus là, peut-être. Mais tu as décidé d'écouter ton cœur puis d'aller selon tes besoins à toi aussi à ce moment-là, qui était d'aller vers le naturel. Tu as une ligne qui est magique. Tu as trois types de coloration. J'ai l'impression, on en a parlé un petit peu tantôt, mais j'ai l'impression qu'on connaît très peu ici au Québec la mécanique derrière les produits qu'on utilise, la chimie derrière ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'il y a, de quoi c'est fait, à quoi ça ressemble. Puis toi, ayant trois types différents, je veux dire que tu es la personne parfaite pour nous expliquer un peu de cette chimie-là. Fait que j'aimerais ça qu'on en parle de tes trois types, justement, de couleurs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi j'ai lancé trois types, c'est que, un peu comme je l'expliquais plus tôt, en fait, on a un métier de relationnel où on se doit d'être à l'écoute des autres. Moi, j'ai été à l'écoute un petit peu au début égoïstement de moi-même en tant que coloriste parce que je voulais savoir ce que j'avais besoin pour mes clients. C'est important de le sentir aussi. C'est du ressenti, et c'est-à-dire qu'en plus, moi, j'avais la double expérience aussi du fait que j'étais allergique.
Donc j'ai été un peu mon propre cobaye expérimental par rapport à mes produits, parce que je voulais à la fois des produits performants et à la fois des produits qui respectent un maximum ma santé. Pour ça, je dis assez égoïstement, au début, je voulais pouvoir continuer à coiffer et à colorer les cheveux de mes Comment tu as clients. fait pour commencer? Eh ben alors, quand j'ai arrêté, donc, parce que j'étais inapte au travail, j'ai fait plein de petits boulots qui n'ont absolument rien à voir avec la coiffure. J'ai travaillé dans le prêt-à-porter, dans l'hôtellerie, dans la restauration, rien à voir, d'une manière assez courte durée, mais en fait pour surtout me permettre à cette époque-là de vivre et pour pouvoir aussi créer un projet. Et en fait, ce projet, donc c'était au tout début, c'était pour la faire simple, c'était donc d'importer une marque étrangère, danoise plus exactement, en fait, sur le territoire français et d'en devenir le distributeur ambassadeur. Voilà, au début, c'était un peu ça. Et c'était une marque plutôt orientée nature et alternative. Donc, j'étais assez friand de ça et je me suis dit, c'est une excellente chose. Donc, est-ce que ça fonctionnait sur toi, cette marque-là? Alors, du coup, ça fonctionnait très bien sur moi. Au début, j'étais super content et tout. C'était vraiment bien. Et en fait, quelques années après, moi, je faisais un peu moins parce que j'étais plus sur la partie vente, commercialisation des produits. Mais j'ai ouvert, en fait, quelques années après, mon premier salon de coiffure. Parce que je voulais quand même, c'était mon projet, je voulais en ouvrir un. Je l'ai ouvert et du coup, je coiffais. Et je me suis rendu compte qu'à l'utilisation régulière, j'avais à nouveau des allergies. Et du coup, quand j'ai commencé à en parler avec la marque, ils ont été extrêmement fermés et durs avec moi sur la transparence. Ils ne voulaient pas de mauvaises critiques. Là. Des ingrédients, de tout ça. Donc, ils m'ont un peu évincé de la distribution de la France. Et à ce moment-là, je me suis dit... Bon, il y a un truc à faire. En fait, je ne fais confiance en personne parce que là, c'était trop gros. Vraiment, c'était vraiment moi, je me considérais arnaqué par rapport à la situation et j'avais l'impression d'arnaquer mes clients. Mais c'est dangereux aussi, là. Et du coup, j'ai compris l'importance de tout ce qui était à la fois réglementaire, marketing et tout ce qui était autour de la technologie. Et donc, je me suis lancé donc, à étudier pour comprendre d'où venait ça, d'où venaient les problématiques de technologie, d'application de produits, etc. Comment se faisait une oxydoréduction sur le cheveu, comment synthétiquement ça se produisait, en combien de temps, combien de tons d'éclaircissement. Enfin bon, il y avait tout un univers hyper passionnant autour de ça, mais vraiment, on parle plus de coiffure, on parle vraiment de comment la mécanique chimique se fait dans le cheveu. Et là, c'était hyper passionnant, c'était hyper intéressant. Et du coup, j'ai fait de très belles rencontres à ce moment-là. J'ai rencontré plusieurs chercheurs et chimistes orientés capillaires, justement, et avec qui j'ai pu travailler sur l'élaboration de mes premiers produits. Donc, ça a commencé par des shampoings, des soins. Donc, chimie, parenthèse, ça a été un labo en France. Ouais, plusieurs même. Tu es allé voir un peu partout. Ouais, exactement. Alors, je suis tombé sur beaucoup de laboratoires qui, en gros, ne voulaient pas trop se mouiller, pas trop réfléchir et puis me vendre des formules toutes prêtes. Ouais, et puis les ingrédients venaient probablement de la Chine. Ouais, et puis globalement, des produits très simples qui ne m'intéressent pas parce que moi, ce que je voulais, c'était une innovation, quelque chose de clean, quelque chose de nouveau, quelque chose de fonctionnel. Je tiens à dire à ceux qui nous écoutent que faut se rappeler qu'au moment où tu l'as fait, c'était pas commercialisé. Ça n'existait même pas vraiment. Fait que toi, t'arrivais dans les labos, hey, salut, je veux ça. Fait que là, eux, ils te regardaient en blanc. Combien ça va te coûter, genre? En fait, souvent, ils me regardaient déjà du haut en bas en se disant, il a l'air bien jeune. Donc, il ne doit pas avoir un sou et il ne nous intéresse pas. Ouais. Il ne va pas faire de volume. Ça ne nous intéresse pas. Donc, déjà, ça commençait bien par rapport à ça. Et moi, je me suis battu, en fait, pour trouver des partenaires finalement très différents les uns les autres. Je suis tombé sur des partenaires à la fois très matures professionnellement qui étaient en fin de carrière, qui n'avaient finalement plus rien à prouver et du coup, qui avaient envie... d'un dernier challenge avant la retraite. Puis d'aider, puis... puis ils avaient l'argent, ils ont eu leurs heures de gloire avec des grands groupes et tout ça. Et en fait, ce qui les intéressait, c'était plus d'aider des marques comme moi, émergentes, avec une vraie volonté derrière. Donc, il y a des personnes comme ça. Puis, il y a eu aussi, je pense notamment à une chimiste avec qui je travaille toujours d'ailleurs. Et ben, on a créé la société la même année. Elle venait juste de sortir de l'école. Malade. Et elle, pareil,
Elle a démarré avec moi, j'étais l'un de ses premiers clients, et elle s'est dit, allez, on va faire un truc ensemble, Rodolphe. Et du coup, ça a été le bon timing, en fait. J'ai réussi à avoir des super contacts qui, après les mauvais contacts, m'ont permis de comprendre un peu les enjeux de la cosmétique, les limites aussi, parce que rappelons-nous qu'au début 2010, 2012, voire début 2014, quand j'ai lancé mes tout premiers produits, la cosmétique bio en capillaire, il y avait très peu de possibilités, très peu d'ingrédients. Au niveau du sourcing produit, c'était très compliqué. Qui allait le chercher? Qui allait à la source de ces... Moi? C'est ça. Mais oui. Alors du coup, on a l'avantage, c'est que moi, par contre, étant une marque certifiée bio, j'ai l'avantage d'être également adhérent d'associations comme Cosme Bio ou EcoCert qui référencent les producteurs de matière. Donc ce qui est bien, c'est que je ne suis pas obligé d'aller sur Google et de chercher jour et nuit. J'ai quand même des lexiques de contacts, de producteurs de matière, de sociétés qui sont spécialisées dans les blends et tout ça de cosmétiques qui m'ont permis quand même de démarrer. Mais par contre, au tout début, c'était très restreint, il n'y avait vraiment pas grand-chose. En une quinzaine d'années, ça a quand même énormément évolué, muté même. Il y a une vraie, maintenant... Il y a une vraie disponibilité des chercheurs sur le naturel, sur les alternatives à la chimie. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et ça répond non seulement à un devoir de santé publique, mais ça répond aussi et beaucoup aux normes écologiques de plus en plus restrictives en cosmétique. Donc ça, ça a été un bon volet, parce que quand j'ai démarré, j'étais au tout début de tout ça. Et aujourd'hui, je commence enfin à récolter les fruits, parce que je me dis, waouh, ce qui était très, très, très dur quand j'ai lancé, aujourd'hui, c'est quand même, je dirais pas plus simple, mais c'est peut-être plus accessible. Plus accepté dans le sens où... plus compris. Oui, puis c'est plus compris par la population, mais c'est aussi par les labos et les usines elles-mêmes. Elles jouent plus le jeu qu'à une époque. À une époque, elles nous regardaient avec des yeux ronds en se disant, là, c'est qui se fout. Aujourd'hui, ils se disent, c'est normal en fait. Voilà, c'est devenu quelque chose de normal. Créer de la cosmétique clean et naturelle, c'est quelque chose qui est ancré dans la société. Est-ce que, j'imagine que tu vas me dire que non, mais est-ce que ça a fonctionné quand même tout de suite sur toi? Parce que tu savais en partie, j'imagine, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas sur toi. Non, il y a eu beaucoup d'échecs. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai lancé donc trois gammes de coloration. Il faut savoir que la première gamme de coloration que j'ai lancée, c'était début 2017. La première gamme, donc 2017, on est en 2024, je suis à la V4, je suis à la version 4 de cette coloration. Donc elle a quand même évolué 4 fois. C'est-à-dire que pour des raisons simples, mais pour deux principales raisons. La première, c'est le feedback client. On écoute beaucoup nos clients professionnels, donc on s'améliore aussi beaucoup par rapport à ce que nos clients nous demandent. Et deuxièmement, on en parlait juste avant, c'est-à-dire l'évolution de la technologie. On a une technologie qui, il y a encore 15 ans, n'existait pas. Aujourd'hui, tous les chercheurs sont dessus pour perfectionner la naturalité, la clean beauty. Notre rôle, c'est de nous adapter chaque année à la clean beauty. S'il y a des nouvelles formules toujours plus clean, toujours plus référençables, etc., on fait évoluer nos formules. On n'est pas comme beaucoup de marques on lance et après on se dit... On garde ça, puis... Ça coûte rien, on récolte des fruits. Non, parce que tôt ou tard, en fait, la gamme, elle devient has-been. Moi, ce que je considère d'être vraiment dans la progression là, et le côté extrêmement tourné sur l'avenir, c'est d'écouter la technologie. La technologie ne se passe pas 3-4 mois sans qu'il y ait une nouvelle norme ou des nouvelles possibilités. Donc, on s'adapte. Et c'est ça qui est important. C'est ce qui fait qu'on est à une V4 en coloration minérale et qu'on est en V2 pour la coloration végétale, qui est une coloration aux plantes 100% pure et végétale. Mais pareil, là encore, on s'adresse à d'autres types de clients. C'est pour ça qu'on a des couleurs différentes. Parce qu'on en parlait, 3 couleurs. Pourquoi 3 couleurs ? Parce que c'est des demandes, des besoins différents. Moi, j'écoute mes clients. Mes clients, ils me disent, voilà, j'ai besoin de tels résultats, des résultats plutôt translucides, des résultats plus permanents, des résultats qui liftent. Bon, en fonction, tu vois, tu t'adaptes. Mais tu adaptes ta technologie. On ne peut pas tout faire avec un produit. Il n'y a que la chimie qui peut le faire. Ouais. En naturel, tu as une réponse à un besoin, mais tu n'as pas des multi-réponses. Je comprends. Donc du coup, il faut s'adapter. Comme on l'explique très simplement d'ailleurs dans beaucoup de nos plaquettes et dans nos formations pédagogiques, on explique par exemple chez nous, quand les coiffeurs veulent passer au naturel, ils nous disent souvent, vos shampoings, mais vos shampoings, ils sont pas, il n'y a pas du soin dedans. Et je dis non, en fait, dans le naturel, dans la clean, vraiment la vraie clean beauty, qui est dépourvue de marketing vert, de greenwashing comme on dit, en fait, c'est un shampoing, ça lave, un soin, ça soigne en fait. Un shampoing qui soigne, c'est pas possible.
Donc un shampoing qui va être traitant, je suis d'accord, parce qu'on peut mettre des actifs traitants. Par contre, un shampoing qui fait masque en même temps, c'est pas possible. Et un masque qui lave, c'est pas possible. Un shampoing sec qui lave, c'est pas possible. En fait, c'est surtout qu'il y a des besoins et des réponses aux besoins, mais en naturel, on ne peut pas tout offrir. C'est d'éduquer, je pense, beaucoup, j'imagine, la clientèle, puis les coiffeurs qui vont travailler avec parce qu'eux vont devenir Faut tout reprendre à zéro. Exact. Puis est-ce que j'ai tellement de respect parce que ça a dû être un challenge immense. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on est ouvert à ça? Je vais généraliser, mais est-ce qu'on a cette compréhension-là, cette ouverture-là? Parce que j'imagine que c'est plus dispendieux là, qu'un produit, pour ne pas nommer des marques traditionnelles. Là. Mais j'imagine que c'est plus dispendieux parce que, bon, la recherche des produits, tout ça. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est prêt à ça? T'sais, j'imagine qu'une partie, oui, mais comme est-ce qu'il reste beaucoup d'éducation? On est où à peu près? Est-ce que les produits sont plus dispendieux? Ça, c'est un vaste sujet parce qu'en fait, les marques conventionnelles se tournent beaucoup sur le marketing pour faire valoir leurs produits et le prix de leurs produits. Oui. Donc en fait, on vend une image. Ouais. J'ai envie de te dire, il y a des produits en chimie qui sont vraiment pas chers qu'on ne pourra jamais concurrencer en naturel parce qu'effectivement, le prix du naturel, au-delà de la recherche et développement, ce qui est cher, c'est les matières elles-mêmes. Ben oui. Et les matières, en fonction des années, en fonction des récoltes agricoles, clairement, le rendement n'est pas le même. Donc on ne peut pas avoir une homogénéité d'année en année sur nos productions et sur les prix. Donc ça, c'est pareil, il faut que les gens comprennent bien. C'est pas possible. C'est versus la chimie qui est dépendante direct ou indirectement du pétrole et des matières plastiques. C'est pas les mêmes marchés, c'est pas les mêmes niveaux. Par contre, il y a un point hyper important, c'est qu'autant on peut pas aller aussi bas que le très très bas de gamme en chimie, autant on est souvent très en dessous le très très cher chimique qui est surtout très marketing, où ils vont dépenser des millions d'euros ou de dollars dans des campagnes d'égérie locales ou internationales, où ils vont financer des grands projets. Alors c'est très bien, je ne critique pas, je dis juste que, en fait, en naturel, généralement, on recentre nos budgets sur la qualité de nos produits, sur la valorisation des packs, donc des emballages, beaucoup, parce que c'est souvent lié, et du coup c'est beaucoup plus cher. Et aussi, on se concentre beaucoup sur l'apprentissage et la pédagogie, parce que comme on l'expliquait, il faut tout revoir à zéro. Donc en fait, on concentre nos budgets ailleurs que sur la chimie, qui, elle, est plutôt sur... comme on est sur des produits conventionnels qui, globalement, sont lancés depuis une cinquantaine d'années, les technologies, quand on fouille vraiment les listes des ingrédients, c'est pas foufou, hein, c'est surtout de la cosmétique et du parfum et de l'embellissement par le packaging. Donc... il faut qu'ils puissent se renouveler par l'image. Voilà. Nous, en fait, on se renouvelle par la technologie, par les avancées, parce que c'est tout nouveau pour nous. C'est comme si on parlait de la chimie il y a 100 ans en arrière, c'était nouveau, c'était les heures de gloire. Aujourd'hui, c'est un marché qui est saturé. Il y a des marques qui se lancent tout le temps, mais il y en a beaucoup qui ferment. Et en fait, en réalité, parce qu'elles ne se renouvellent pas et elles ne se positionnent pas, à mon sens, sur des créneaux qui portent. Ce qui porte, ce n'est pas juste être bio. Parce que être bio, ça ne veut rien dire. Une qualité bio, c'est juste une qualité d'ingrédients clean et safe pour l'environnement et la santé. Ça ne veut pas dire que ton produit sera de qualité. Ce que ton produit est de qualité, c'est ce qu'il y a dedans, mais ce qui est revendiqué et ce qui fonctionne dedans. Dans nos produits, par exemple, on utilise des ingrédients brevetés, certifiés brevetés, qui qualifie et qui justifie l'utilisation de ces matières en disant, voilà, avec 1% de telle matière, on garantit qu'au bout de 2 ou 3 utilisations de shampoing ou de soins, tu n'auras plus le problème que tu as sur ta peau du cuir chevelu ou sur ton cheveu. Ça, on le garantit par la science, c'est une approche scientifique. Donc, on est vraiment sur une approche qui est très différente. Versus la chimie, elle le fait aussi, elle a lancé plein de brevets, il y a beaucoup de choses en cours. Mais ça tourne un peu en rond, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se relancent et se relancent. Et après, il y a une marque qui le crée, elle le décline toute. Parce qu'en fait, c'est un peu la loi de la concurrence. Il y a un produit qui marche, ils veulent tous copier. Donc, c'est un marché qui est très différent. Nous, on attire une clientèle qui est beaucoup plus tournée vers la qualité que sur la quantité. Donc, on est sur des gammes qui sont souvent plus restreintes,
qui respectent vraiment les vrais besoins des gens et pas des faux besoins. Puis qui ont une conscience environnementale aussi forte. Là. Tu sais, je veux dire, moi, je t'écoute, puis ça m'appelle beaucoup. Puis je suis sûr que tout le monde qui écoute en ce moment font comme, ben oui, ça fait du sens, puis on devrait tout le monde aller vers ça. Tu sais. En fait, ça fait du sens, mais en fait, je crois que ça fait vraiment du sens pour tout le monde. La seule différence entre tout le monde et certains, c'est qu'en fait, le tout le monde va pas être assez regardant sur ce qu'il va acheter. Et le certain, lui, il va contrôler ce qu'il achète. Parce qu'en fait, même s'il y a beaucoup de labels et d'organisations qui certifient ou aident à lire les étiquettes par le consommateur, la réalité, c'est que malgré tout, il y a une désinformation générale sur ce qu'on achète, alimentaire ou non alimentaire, et qu'en fait, ce qui est essentiel, c'est d'avoir un peu de connaissances sur ce qu'on achète et lire à travers les lignes. Parce que le marketing, souvent, prend place à la réalité. J'ai une question qui me brûle les lèvres, on en parlait avec Kev avant que tu arrives tantôt. Je ne sais pas si tu vas pouvoir nous guider là-dedans, mais on a cette espèce d'école de pensée-là de dire, ou ce qu'on entend, c'est que pour dire, exemple, que j'ai tel produit dans mon shampoing, j'ai besoin d'en avoir 1%, puis la réalité, c'est que les gens se disent « Ah ben oui, il y a une goutte, je dis n'importe quoi, d'huile d'argan dans ce produit-là, donc ils ont le droit de dire que c'est avec ça. » tu sais. À quel niveau, un moment donné, c'est cette désinformation-là, puis ces fausses quantités-là, parce que quand tu parles de publicité, c'est un peu ça, là, je veux dire, on s'entend, là, ils en mettent une goutte puis ils disent que, ben oui, on est rempli de ça. C'est un peu ça? C'est non seulement ça, mais c'est surtout, moi, ce que je considère important de prendre en compte, c'est surtout les ingrédients néfastes, parce qu'en fait, ce qui est mauvais, c'est... C'est le reste. D'avoir une goutte d'huile d'argan ou 10 gouttes d'huile d'argan, bon, la seule différence, c'est que tu auras peut-être plus de concentration d'actifs que sur l'un que sur l'autre, mais moi, ce qui me dérange de prime abord, c'est qu'on continue à utiliser des ingrédients qui sont quand même non seulement mauvais, mais décrits par les comités scientifiques de très dangereux pour l'environnement, l'organisme et également pour, par exemple aussi pour la fertilité, pour les cancers. Enfin, il y a quand même beaucoup de produits qui ont quand même des dommages directs et indirects sur notre santé. Donc c'est vrai que pour moi... Est-ce que tu parles juste de la couleur ou dans tout? Je parle de tout produit rincé ou non rincé. Donc c'est vrai qu'il y a des applications qui se sont lancées, comme Yuka par exemple, pour ne pas citer, hein, mais il y en a d'autres aussi qui existent, qui sont pour moi un vrai progrès, parce que ça permet quand même d'avoir une meilleure lisibilité pour le consommateur. Cependant, on manque encore d'informations, parce qu'en fait, en fonction des pourcentages, des ingrédients, il ne faut pas aussi oublier qu'en cosmétique, on est réglementé et qu'on ne peut pas mettre ce qu'on veut non plus, et qu'il y a des conservateurs qu'on doit mettre, il y a des parfums, il y a des parfums, même s'ils sont naturels, il y a des conservateurs de parfums autour. Il peut y avoir aussi un régulateur au niveau du pH. Donc, du coup, tout ça, en fait, ça a un impact vraiment sur le produit en tant que tel. Ouais. Il peut être mal noté, mais en fait, c'est pas la faute de l'industriel, c'est la faute aussi de la réglementation, parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Il y a des ingrédients, on ne peut pas ne pas les mettre. Ceux qui ne le mettent pas, le produit, il va moisir potentiellement. C'est pareil, il y a des gens qui disent, tu parlais de pourcentage, et là, c'est très bien aussi. Il y a des marques, par exemple, on me dit, pas des marques, des consommateurs qui me disent, mais des fois, oui, pourquoi vous ne mettez pas plus de beurre de karité dans votre masque, ou plus d'huile d'argan, tiens, par exemple. Mais je leur dis, mais en fait, le produit, il est justement dosé pour qu'il soit efficace. Si on en met plus, en fait, c'est votre cheveu, il va être tout gras. Oui, ben oui. Vous ne pourrez plus le laver. Ben oui, ça déborde, ben oui. Ou alors, ça va être trop riche ou pas assez. Enfin, en fait, comme je l'expliquais tantôt, en fait, sur un des produits comme la laque botanique que j'ai lancé, qui est une laque 100% naturelle, ouais. en fait, à 0,1% de résine de shellac supplémentaire, en fait, ton produit, il n'est plus du tout efficace, à 0,1 point. Donc, en fait, on se rend compte que la cosmétique, c'est passionnant, mais c'est aussi passionnant que compliqué. Et qu'en fait, on ne peut pas s'improviser chimiste en se disant « Ah oui, j'aurais aimé, moi, si j'avais été la marque, j'aurais mis plus de ça. » Mais en fait, on ne sait pas. Pour savoir, il faut mettre la main dedans et comprendre qu'en fait, à 0,1 point, ton cheveu, tu aurais dû faire 3 ou 4 shampoings pour enlever les résidus de shellac dessus, versus à 0,1 point en moins, ton cheveu était nickel. Donc en fait, c'est pour ça que il y a des marques qui n'en mettent pas assez, il y a des marques qui en mettent, il y a des marques qui ne sont pas assez transparentes. Il n'y a pas de règle. En fait, il n'y a pas de règle. Pour moi, la seule règle qu'il faut quand même définir, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment de mauvais, de toxique.
Ça, il faut vraiment essayer de l'éviter. Après, c'est un ressenti. On reste sur de la cosmétique, ce n'est pas des produits médicaux. Il faut que la cliente, comme la coiffeuse ou le coiffeur qui utilise des produits, se sente à l'aise avec le produit par la texture. Comme on le disait en début d'entretien, en fait, on est sur un métier où on doit ressentir, toucher. La cosmétique, c'est une émotion. C'est-à-dire qu'un produit chez moi va pas plaire à un autre. Et c'est très bien, parce que c'est un métier de ressenti. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est de pouvoir créer, comme j'ai pu le faire, plusieurs lignes pour pouvoir en fait me positionner sur des besoins et des envies de clients différents. Des produits plutôt gélifiés, plutôt des produits à queue, huileux, poudrés. En fait, on est vraiment sur des typologies aussi de clients différents. Moi, j'ai des clients qui me disent « Je ne vois que par votre shampoing en poudre parce que je trouve ça stupide d'avoir de l'eau dans un shampoing à 70% dans sa concentration. J'achète de l'eau alors que j'en ai chez moi. Je n'ai pas besoin d'acheter de l'eau. » Et à côté de ça, j'ai une cliente qui va me dire « Ah non, mais moi, je ne suis pas prêt à passer à de la poudre de shampoing. Pour moi, un shampoing, c'est liquide. » Donc, en fait, il en faut pour tout le monde. Ouais. Il faut être ouvert d'esprit. Voilà. Moi, par le cœur, je me dis... J'écoute mes clients. Des fois, je les écoute peut-être trop parce que justement, ce que je veux, c'est satisfaire. C'est mon but premier, c'est satisfaire. On ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Mais force est de constater, tu ne pourras jamais satisfaire. Dès que tu changes quelque chose, il y a quelqu'un qui est content et quelqu'un qui ne l'est pas. De toute façon, c'est le jeu. Mais il faut, comme c'est nos bébés, voilà, on a des fois, surtout au début, on a des difficultés à accepter la critique. Voilà, c'est quelque chose qui est très compliqué parce qu'en fait, c'est tout pour nous. On y met tellement d'énergie que, en fait, la moindre critique, ça nous vexe. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Quand on a lancé Barbex, je me suis dit, chacun des produits va sortir sur le marché une fois que tous nos coiffeurs, tous nos barbiers-barbières auront aimé le produit. Fait que là, 5 succursales, les clients dans les 5 succursales. J'adore le discours quota, je l'ai eu avec ma marque aussi. Fait que là, je pars avec cette idée-là, je me dis, si ces gens-là qui vont être les éducateurs du produit aiment, ben j'ai gagné, tu sais. Mais là, je me suis rendu compte que je m'étais embarqué dans quelque chose de presque impossible parce que il y a toujours quelqu'un qui non. Mais un moment donné, ce que je me suis dit, c'est OK, il faut que j'accepte la critique, puis la majorité va être satisfaisante en ce sens que, parce que la réalité, c'est que c'est la majorité que je vise et 100%. On veut tout 100%, mais la réalité, comme tu as dit, c'est nos enfants. Puis nos enfants, on veut que tout le monde les aime, on veut que tout le monde soit fier d'eux, puis que tout le monde ait juste des bonnes choses à dire d'eux. Mais la réalité, c'est que même si tu as le meilleur produit de l'univers, ben, quelqu'un va dire « Ah, mais c'est trop bon, moi, j'aime pas ça. » Tu sais, il va toujours avoir quelqu'un. Fait que je partais de cette idée-là, puis je me suis rendu compte que c'était impossible que tout le monde adore. Donc, maintenant, je me satisfais beaucoup dans la majorité. Je me satisfais beaucoup dans ce qui est important pour moi, ce que j'aime. Moi aussi, je m'écoute beaucoup parce que, bon, ça fait 21 ans que je travaille avec 1 million de produits. Fait que c'est sûr que je veux être capable de les aimer puis de même plus penser à d'autres produits tellement que maintenant, pour moi, c'est ça l'idéal. Fait que j'essaie de trouver un équilibre entre, oui, les autres, mais mon ressenti. Ce qui m'a emmené où je suis aujourd'hui dans ma carrière, ça a été en grande partie mon ressenti face à ce que j'ai fait. Puis je pense que ça reste que c'est ça quand même l'important, comme toi tu fais. De toute façon, c'est un bout de toi qui est dans les produits. C'est-à-dire que on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, tu ne pourras jamais fédérer tout le monde. Voilà. La seule chose que tu peux faire, c'est te concentrer sur un concept qui va réunir certains et puis qui va isoler les autres et les autres iront avec une autre marque qui leur correspond. Et en fait, c'est très bien parce que dans ce monde, il y a de la place pour tout le monde aussi. Il y a des très beaux produits dans plein de belles maisons. Moi, je suis le premier à chaque fois à me dire qu'il y a il y a des très belles marques autour de moi en France qui émergent ou qui sont là. Moi-même, je crée des marques pour des coiffeurs qui veulent créer leur marque, alors que j'ai aucun intérêt à le faire, mais parce que je considère que créer des produits, en fait, moi, mon métier, il est là. C'est de créer des produits de A à Z à partir d'un projet. On part d'une feuille blanche et on écrit et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Pour qui, quand, comment, le budget, la cible, les codes couleurs, les odeurs, les textures. Tout ça, en fait, c'est la fiche qui nous permet derrière de comprendre ce qu'on fait. Et en fait, chaque personne qui est venue vers moi pour que je lui crée sa gamme, c'est des univers souvent un peu dans le naturel, parce qu'ils sont venus vers moi. Ben oui. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec moi. Parce qu'ils ont
des ambitions différentes, des ciblages clients différents, des origines et de cultures différentes. Donc en fait, les matières vont pas être les mêmes, les produits vont pas être les mêmes, le packaging va pas être les mêmes, la clientèle derrière sera encore différente. Donc en fait, c'est hyper riche, c'est hyper agréable de pouvoir travailler comme ça. Et en fait, on se rend compte que c'est une vision holistique du métier et que au-delà de ça, en fait, on est tourné vers une approche qui est collaborative avec des coiffeurs et des professionnels qui sont tout autant passionnés que moi, mais qui ont leurs pattes aussi à mettre à leurs produits. Et moi, je suis ravi de pouvoir le faire avec eux. C'est beau ce que tu dis, puis clairement d'être capable d'aider, puis de redonner de tout ce que tu as bâti comme expertise dans les dernières années, puis d'aider. Tout ça fait partie du succès que tu as. Tu es distribué maintenant en Afrique, en Asie. Si je ne me trompe pas, là, bon, ici maintenant, c'est une histoire c'est une histoire incroyable. Moi, quand j'ai su ça, je capotais. Là, ça doit être extrêmement demandant. Là. Premièrement, tu dois être brûlé. Là. Ça paraît pas, tu as l'air top shape, mais je suis sûr qu'en dedans de toi, tu es fatigué. Mais comment tu as fait pour... sans nous vendre toutes les clés de ton succès, mais comment tu as fait pour dire, bon, ben moi, je considère qu'en Asie, ça va fonctionner. Est-ce que c'est eux qui t'ont approché? Est-ce que c'est toi qui as développé ce marché-là? Comment ça se fait? Tu sais, là, je sais que tu es ici maintenant, puis je souhaite sincèrement que tout le monde appelle chez Novico pour essayer du moins tes produits qui sont incroyables. Mais comment ça s'est fait au début quand tu as voulu justement aller outre-mer et dire, là, je m'en vais ailleurs, puis on le distribue ailleurs? En fait, tu sais, justement, on parlait d'esprit collaboratif et de tout ce qui tourne autour du collaboratif. En fait, ce que je me rends compte et ce qui est beau en fait aussi dans ce métier, c'est-à-dire que tu sèmes une graine et ça finit par germer. C'est-à-dire que tu ne sais pas quand, mais ça finit toujours par germer. C'est exponentiel. Ouais, et des fois ça germe, puis des fois il y a un coup de froid, donc ça remeurt. Puis ça repart après, l'été d'après. En fait, ce qui se passe, c'est que, je vais être tout à fait honnête, en fait, moi, j'ai jamais vraiment voulu, dans le sens absolument me tourner vers l'international. C'est souvent l'international qui est venu à moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une cliente coiffée à Paris, qui vit à l'étranger, une coiffeuse qui a entendu parler de moi à travers des réseaux intérieurs de la profession ou alors via les réseaux sociaux. En fait, les liens se font vite. Quand j'ai commencé, j'avais juste un blog. J'avais très peu de moyens, donc je n'avais pas mis d'argent dans un site internet. J'avais juste un Facebook et un blog. Et en fait, ça a réuni beaucoup de gens. En fait, je ne parlais pas beaucoup de produits. Je parlais surtout de mon expérience, que j'en avais marre, en fait, de travailler dans un milieu où on était représenté par des grands groupes qui se moquent de nous, qui nous bousillent la santé. J'étais très revendicateur sur ce blog où j'expliquais vraiment les travers de tout ça. Voilà. De la grande distribution aussi, on vend beaucoup de produits en grande distribution chez les particuliers. Puis en fait, c'est les coiffeurs qui doivent rattraper tout ça derrière. Et en fait, beaucoup de coiffeurs en fait, sont venus vers moi simplement parce qu'ils étaient d'accord avec moi. Parce qu'en fait, ils ont le sentiment de jamais en finir en fait, avec cette boucle-là. Et ils ont l'impression d'être le sponsor de grands groupes, à toujours mettre des posters, participer à des collections, à des séminaires, à plein de choses. C'est sûr, il y a plein de choses. Mais en fait, ce qui marche dans l'industrie, c'est la GMS. C'est la grande distribution. Ce n'est pas les coiffeurs. Ce qui marche, c'est de vendre des produits de marques de grands groupes dans les supermarchés. Ça marche très bien. Parce que ça vaut très peu cher. Il y a beaucoup de valeur ajoutée. Donc du coup, beaucoup de coiffeurs, ça, ils en ont marre en fait. Ils en ont marre d'avoir le nom d'une grande marque en bouteille dans un magasin ou même sur Internet. D'acheter des produits professionnels sur Internet, ils en ont marre. Donc en fait... On a tellement de noms en tête qu'on ne peut pas dire, mais oui. Parce qu'en fait, ils le font globalement tous. Ouais, puis, parce que aussi, je ne vais pas les critiquer parce que je les comprends. Parce que ce que je comprends, c'est qu'ils ont adopté un modèle économique qui n'a rien à voir avec le mien, ni le tien. Eux, ils ont adopté un modèle économique qui est tourné vers l'actionnariat. Ils ont des comptes à rendre et il faut créer beaucoup de richesses pour beaucoup redistribuer, pour gagner des actionnaires chaque année.
et bien les récompenser, sinon ils s'en vont. Donc en fait, le focus n'est pas au même endroit. Nous, on le met sur la qualité, on le met sur la formation, sur la rencontre, sur la pédagogie, sur l'innovation. Eux, ils ont tout ça, mais ils le laissent souvent au placard et ils vont sortir des petites choses, mais très marketées pour qu'effectivement, derrière, ça puisse se vendre du coiffeur en salon au supermarché. Mais ça prouve que la force du brand est extrêmement forte parce Bien que sûr. la majorité va choisir l'image. Oui. Ah oui. À une époque, c'était l'image d'une marque. Maintenant, ça va même encore au-delà. C'est l'image d'une marque et l'image d'une personne qui va être garant de cette image. Mais oui, c'est ça que j'allais dire. Donc, ça va être une star, Ouais. ça va être une influenceuse connue, ça va être ça. Mais en fait, une influenceuse, quelle légitimité elle va avoir sur un produit professionnel, technique, Mais oui, c'est ça que j'allais dire. qui mieux qu'un professionnel artisan certifié pour pouvoir comprendre et parler de son produit. On peut parler. Après, j'ai rien contre les influenceurs, mais on peut pas être influenceur sur tous les domaines. À un moment donné, soit on est expert, soit on ne l'est pas. C'est comme qu'est-ce qu'une star de la mode, de la musique ou du grand cinéma peut savoir d'une expertise professionnelle. Qu'elle l'utilise très bien, mais en fait, on le sait très bien qu'elle l'utilise pas. En fait, elle pose juste en photo. Voilà, c'est juste une question de marketing. Mais il y a encore tellement de gens qui pensent que c'est vrai, que ça impose quelque chose. Puis au-delà de ça, j'ai l'impression que les gens, il y en a beaucoup qui savent très bien qu'elle n'utilise pas ça, mais Bien sûr. juste d'avoir associé pendant un instant la marque à cette personne-là, dans sa tête, le lien est fait, puis ça va rester fort à cause de ça, même sachant très bien que la personne ne se maquille pas avec ça ou peu importe. Oui, mais la réalité, c'est que ça donne cet impact-là. Et nous, les marques, de toute façon, même si on avait des budgets illimités, en fait, on n'est pas dans cette fibre-là. Nous, on met pas d'argent dans ce genre de choses-là. Nous, on le met avec des personnes d'expertise et d'expérience. Est-ce que le brand a quand même une importance pour toi? C'est essentiel. Ouais. Nous, on soigne énormément notre image, nos gammes. Vraiment, tout est extrêmement bien défini. Mais comme on est une marque professionnelle, on n'est pas sur un branding vraiment grand public. Fast food un peu. Non, voilà, on va vraiment cibler sur le côté résultat, le côté brillance, donc on est plus sur finalement le produit fini qui va être la belle coiffure après, voilà, le résultat d'un service, plutôt que de faire poser des nénettes et des gars comme ça sur des photos juste pour poser. Enfin, ça n'a pas de sens. Pour nous, ça n'a pas de sens en fait. C'est parce que ça nous apporte pas de valeur ajoutée. Ce qui nous porte de la valeur ajoutée, c'est de prouver par A plus B que nos produits fonctionnent, parce que en fait, dans la tête des gens, le naturel, c'est peut-être pas encore inscrit dans une routine normale. Donc, on doit encore se justifier en disant oui, mais le naturel fonctionne. En fait, c'est ça la différence. Je pense que, tu sais, partant, puis là, on pourrait repartir puis en parler pendant des heures, mais partant de la nutrition où les gens choisissent de plus en plus de mettre du bon gaz dans leur véhicule pour que ça fonctionne bien, puis qu'ils comprennent à quel point, quand je mets exactement les bons aliments que j'ai besoin dans mon corps, mais tout va mieux, mais c'est la même chose. Pourquoi dans l'esthétique, on dirait que on a peut-être oui, on est là, mais on est peut-être un petit pas en retard sur peut-être l'éducation au niveau de la nutrition. Est-ce que je me trompe en disant ça ou... Puis on part de là, tu sais, je veux dire, tout part de cette... En fait, je pense qu'il y a surtout une énorme fracture, en fait. Il y a une grosse fracture entre les populations, entre l'éducation, entre le niveau également social, parce qu'il y a vraiment... On le voit, il suffit de marcher dans la rue, en fait, pour s'en rendre compte. On voit des gens qui sont extrêmement tournés vers ça, justement, le comment bien manger, quitte à moins manger, mais mieux manger. Manger moins de protéines, mais des meilleures protéines, des meilleurs légumes qui vont être sans pesticides, etc. Puis il y a les autres. Il y a les autres qui mangent pour manger, qui sont en contre-fiche de savoir ce qu'ils mangent, du moment que ça cale un boyau pour 1 heure. Tu vois, on n'est pas dans une logique identique entre les gens, vraiment. Et puis on voit de tout. Et puis c'est pas qu'une question pour le coup d'argent ou d'éducation. C'est vraiment une question de où est-ce qu'on focus. Moi, j'ai des clients dans mon salon en Bretagne et à Paris. Ils viennent, ils ont des revenus très très petits,
mais ils vont quand même acheter mon shampoing et mon soin. Ils vont en mettre très peu, mais ils vont utiliser des bons produits. Ils ne veulent pas se sacrifier sur ça. Ils préfèrent ne pas partir en vacances à l'autre bout du monde ou acheter le dernier téléphone à la mode. Non, ils vont se focuser sur leur vie intérieure, leur bien-être, voilà, au quotidien. Voilà. Ben, c'est pour ça qu'il y a vraiment ces deux-là. Et franchement, Puis ça va toujours être ça. Il faut s'attendre. Voilà. En fait, il faut s'attendre à ce qu'il y ait du progrès, mais il faut quand même pas s'attendre à des miracles. Non. Il y a quand même une grosse fracture là-dessus. C'est une question aussi de plein de choses. Je pense que ça nous dépasse de loin. L'éducation, beaucoup, on revient à ça. Mais je pense que ça nous dépasse vraiment beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'éducation, tiens, t'en parles, t'as un frère et une sœur qui vont être élevés de la même façon. Eh ben, il y en a un qui va adorer les fast-foods et un qui va adorer manger santé. Donc, ouais, il y a une question de vouloir. Il y a une question de vouloir, il y a une question de qui on est, je sais pas. Ça, je pense que clairement, ça nous dépasse de loin, mais je pense que c'est aussi un cheminement personnel, c'est aussi des combats personnels. Il est évident que une personne qui a eu des problèmes de santé comme j'ai pu avoir, mais des choses aussi des fois bien plus gravissimes, comme des cancers ou des maladies très graves, ça fait réfléchir. Quand tu te sors de ces maladies très graves qu'on peut définir parfois comme incurables, ça fait réfléchir à comment tu visualises ta vie pour le deuxième chapitre quand tu t'en sors. Parce qu'en fait, tant qu'il t'arrive rien, des fois, tu manges, tu vis salement, tu vis dans le stress permanent. Et en fait, quand tu t'en sors suite à des moments difficiles dans ta vie, bah, tu relativises sur beaucoup de choses et tu te dis finalement, je vais peut-être prendre un peu plus soin de moi en fait. Prendre le temps aussi pour moi. Tu abordes une autre philosophie de vie. Et nous, on le voit avec nos clients professionnels comme particuliers qui achètent ou qui utilisent nos services en salon. En fait, on se rend compte d'une chose, c'est que on a tous un passé. Et en fait, c'est aussi beaucoup tes expériences passées qui définissent la personne que tu es plus tard. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Je veux... écoute, j'en prendrais là, des tonnes. Puisque tu as fait tes études en France, en coiffure, je veux pas qu'on passe à côté de parler un petit peu de la différence du programme d'éducation qui t'a été donné là-bas puis ici. Des fois, j'ai l'impression que c'est deux univers complètement différents. J'ai l'impression qu'ici, tu peux regarder des vidéos sur YouTube puis travailler dans un salon le lendemain. On fait le même métier, mais on l'a pas abordé de la même façon. Ouais, puis je pense qu'ici, j'en parlais tantôt avec les filles pour l'autre podcast, je trouve qu'il y a pas ou très peu de lignes directrices. Je trouve qu'on a peut-être moins de respect envers ce qui est l'histoire du métier, puis on a tendance à perdre un petit peu les lettres de noblesse de ce qu'on fait à travers ça. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Je ne sais pas si en Europe, c'est peut-être la même chose aussi, mais parle-moi pour commencer un peu de... On va parler de ton opinion après là-dessus, mais j'aimerais ça savoir un peu le programme d'éducation, à quoi ça ressemble pour ceux qui ne le connaissent pas, là. Alors en France, on a un système éducatif en coiffure qui est un peu défini. Il est défini en fait sous plusieurs diplômes et du coup avec des expertises différentes en fonction des diplômes. Tu peux commencer la coiffure à partir de 16 ans en général. Donc ce qui est plutôt une bonne chose pour les personnes qui décrochent à l'école ou qui veulent vraiment avoir un métier rapidement. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça peut passer par l'apprentissage ou par l'école. Donc c'est deux univers différents en fonction de l'affinité du jeune et de sa maturité également à l'entrée. Ça s'appelle le CAP. Donc c'est vraiment un diplôme d'État qui permet de pouvoir aborder les grands gestes de la coiffure, devenir artisan coiffeur, ce qui te permet de pouvoir vraiment avoir toutes les notions de la coiffure de base. Okay. Voilà. Ensuite, tu as d'autres diplômes donc, qui interviennent. Tu vas avoir... Tu es obligé ou... Non, tu n'es pas obligé. Okay. Non, pour être coiffeur artisan, il faut simplement avoir le premier diplôme. Okay. Voilà. Après, qui est combien de temps, excuse-moi? C'est 2 ans. Okay. En général, c'est 2 ans après le collège et c'est 1 an si tu as déjà le bac. OK. Voilà. Donc voilà. Ensuite, tu vas avoir le brevet professionnel. Donc là, ça va être un diplôme visant à plutôt être manager d'un salon de coiffure et ou ouvrir ton propre salon de coiffure. Donc ça intègre à la fois des notions supplémentaires en coiffure, mais aussi en management, gestion, comptabilité et juridique, qui te permet vraiment de pouvoir entremêler le métier et le savoir-faire d'un chef d'entreprise
qui doit gérer une société qui n'a rien à voir avec le métier de coiffeur. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi, puisqu'un CAP, c'est un petit peu limité en termes d'expertise au niveau management et compta-gestion. Ensuite, il va y avoir alors, il y a le bac pro coiffure aussi qui existe, qui est au même niveau que le BP, mais qui vise pas forcément à ouvrir son salon. Là, c'est vraiment plus pour continuer dans le domaine de la coiffure et avoir toujours encore cette expertise de coiffeur. Et ensuite, il y a 2 autres diplômes encore. Il y a un BM qui s'appelle un brevet de maîtrise. Donc là, il est destiné aux coiffeurs, coiffeuses qui souhaitent travailler dans l'enseignement. Okay. Donc là, c'est effectivement, on vise plus à des artisans qui souhaitent se tourner vers l'éducation des jeunes générations à travers des équipes pédagogiques à l'école. Donc clairement, pour être professeur donc, de technologie appliquée à la profession ou professeur de pratique. Donc il passe par ce diplôme-là. Donc c'est une maîtrise. Et il y a également le BTS coiffure, qui est un bac plus 2, en fait, qui a été lancé il y a quelques années, il n'y a pas tant de temps que ça, qui en fait est beaucoup plus large, lui. Alors, il est un peu dans la même logique que le BP, mais il va un peu au-delà dans le sens où en fait c'est un diplôme qui vise aux coiffeurs, coiffeuses de pouvoir éventuellement même se réorienter dans des métiers autour de la coiffure, mais pas forcément être coiffeur. Je comprends. Ça peut être par exemple être animateur réseau, être technico-commercial, ça veut dire une sorte de représentant terrain, ça peut être également un formateur agréé, ça peut être un directeur artistique pour une collection, pour une marque. Voilà, ça va vraiment être les métiers de la coiffure en général, mais ça va pas être le métier purement de coiffeur parce que la personne est déjà coiffeur. Je trouve ça beau parce que ça montre beaucoup de variantes à notre métier, puis ça montre beaucoup de chemins possibles aussi. Il y en a plein. En fait, il y en a plein. Puis ici, on n'a pas ça. Ici, je veux dire, on n'a même pas cette connaissance-là de dire « Ah, mais je pourrais évoluer vers ça » ou « Je pourrais cheminer vers ça » ou « faire ça » ou ça ou ça. Que ici, on le sait pas. Tu sais, je vais avoir mon salon, puis je vais louer des chaises, puis je vais partir ça comme je veux. Tu sais, il y a tellement un manque à combler, puis on en a parlé un petit peu tantôt, puis tu l'as vu, je pense, en salon, un peu juste le côté technique, il y a un gap quand même entre ce qui se fait chez vous et ce qu'on fait ici. Oui, c'est certain. De toute façon, quand on apprend pendant 5-6 ans intensément à l'école et en entreprise, l'expertise, elle est différente que quand on apprend par soi-même. Ben oui. Donc après, quand on fait par soi-même, on applique des gestes qui sont plus ou moins bien réalisé, exécuté, mais on se forme sur le tard, quoi. On est autodidacte. Je considère qu'on peut avoir un métier où on est autodidacte parce qu'en fait, c'est un métier d'art. Clairement. Donc, on peut simplement, à l'instinct, avec l'expérience, devenir un grand artiste. Oui, il y en a qui obtiennent des résultats incroyables. Je pense que le système français, il a du sens pour beaucoup de jeunes, mais il n'en a pas pour d'autres. Oui, puis l'affaire, c'est que ça me fait me questionner à me dire, il y en a beaucoup qui vont décrocher ici à moitié de parcours parce que sont laissés à eux-mêmes, parce que, bon, c'est peut-être pas l'image qu'on projetait du métier. Peut-être que justement, si on lui avait présenté, exemple, de dire, « Hey, si un jour tu veux devenir directeur artistique ou formateur dans ce métier-là, tu pourrais le faire. » Ici, il n'y a pas ces exemples-là. Ici, il faut pousser les portes et il faut vraiment avoir la niaque. Il n'y a pas l'automatisme par le diplôme pour pouvoir prétendre à un métier. C'est différent. Mais c'est vraiment 2 techniques différentes parce que vraiment, les approches, je ne suis pas certain qu'il y a une bonne et une mauvaise école dans tout ça. Sûr. C'est-à-dire que ça dépend vraiment du profil du jeune qui va définir vraiment ce qui lui convient le mieux, si c'est l'approche purement pédagogique, éducative de l'école, l'encadrement par l'école qui va lui permettre d'être un bon technicien, un bon coiffeur ou un bon directeur artistique ou autre, versus une personne qui va être extrêmement autonome, qui va avoir la tchatche, qui va savoir s'entourer de d'autres artistes, des maquilleurs, des photographes. On ne sait pas, en fait, ça dépend toujours de la même chose, c'est le profil, et il y a tellement de profils. Donc, dans nos sociétés, on n'a pas le choix que de mettre les gens dans des cases pour essayer de regrouper les populations, parce qu'en fait, on ne peut pas faire du cas par cas, et ce qui est évident, on est trop nombreux, bien sûr, on n'a pas assez de fonctionnaires aussi pour ça. Ouais. Mais la réalité, c'est que les diplômes sont là pour encadrer les jeunes et leur donner des bases. Mais après, libre à eux aussi, je sais pas, d'essayer de penser aussi par eux-mêmes à leur avenir. Parce qu'en fait,
vous pouvez aujourd'hui démarrer un super métier, c'est le métier de la coiffure, mais derrière, il y a des multimétiers, il y a plein de choses à faire dans ce métier incroyable. On en est la preuve vivante tous les deux. On n'est pas derrière le fauteuil toute la journée, on fait plein d'autres choses. Donc en fait, il faut simplement donner vie à vos envies et à vos projets. Et c'est vrai que c'est pas évident, surtout quand on pense que, et quand on nous rabâche aussi autour de nous que c'est un métier difficile, qu'ici, qu'est ça. Pas payant. C'est pas payant, c'est des heures, c'est les week-ends de travail, c'est des problèmes musculo-squelettiques parce que ça fait mal au dos, ça fait mal au poignet, c'est fatigant, etc. On travaille aux horaires qu'on veut pas. Mais il y a plein de métiers comme ça. C'est des métiers de service, mais c'est des métiers d'excellence aussi. Donc, de toute façon, il n'y a pas de métier où tout est réuni. De toute façon, il y a toujours des choses compliquées partout. À part être entier, il n'y a pas de... Voilà, et quel ennui d'être entier. Donc, en fait, il n'y a rien de plus agréable et jouissif de se dire « Waouh, ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans ou 20 ans que je suis dans la coiffure et en 10, 15, 20 ans, j'ai pu découvrir tellement de choses, tellement de tendances, tellement de vibes. » C'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'en fait, on a un métier, il ne se passe pas un an sans que ça évolue pas. En fait, je pense que c'est ça qu'il faut garder dans l'esprit. Parce que le reste, si on attend des écoles, des gouvernements qui nous pondent des super sujets, on peut attendre longtemps, ce n'est pas leur travail. En fait, la mode, l'art, il se vit dans la rue. Il ne se vit pas dans des salles où on est en train d'étudier le programme de demain. Si ce n'est qu'à une petite chose près, par exemple, si je prends l'exemple en France, il y a quand même des choses qui bougent. Par exemple, j'ai grâce à des consoeurs et confrères, par exemple dans certains milieux de la coiffure, comme par exemple le milieu métis, par exemple, avec les cheveux texturés, il va y avoir enfin un diplôme spécialisé pour les cheveux texturés. Donc on va quand même réussir à développer, à ouvrir des portes, là où il y a encore quelques années, on se disait mais je suis désolé, est-ce que c'est normal qu'en 2024 il n'y ait pas de formation spécifique pour les cheveux afro? C'est pas normal. Mais non. Moi, quand j'ai commencé à travailler en coiffure, on nous disait les noirs, on les refuse. C'est comme ça qu'on nous disait. Hein. Mais moi, j'étais comme ça. Je me dis, comment c'est possible? Moi, je suis incapable de dire ça, en fait. Mais en fait, j'avais accepté, je me rappelle, de faire un brushing sur une personne métisse. Ah bah, au bout de 3 heures de brushing, mon brushing, il était affreux. Parce qu'en fait, je ne sais pas faire. Parce qu'en fait, il y a une expertise derrière. Oui. Mais sauf que au début des années 2000, il n'y avait que les salons afro pour les afros et les salons blancs pour les blancs. Et moi, je ne trouve pas ça normal. Et en fait, dans nos sociétés aujourd'hui, on n'arrête pas de nous rabâcher que justement, ce qui est important, c'est d'être ensemble, c'est de rassembler. Non, mais on n'est pas du tout là-dedans. Donc aujourd'hui, enfin, il existe des choses qui permettent d'enclencher la seconde et de se dire, oui, en fait, c'est juste une question d'expertise. Mais qu'on soit blanc, jaune, vert, n'importe quelle couleur ou qu'on vienne de Mars, en fait, on peut tous être ensemble, on peut tous travailler. Il faut juste, en fait, avoir les expertises et l'expérience. On en revient à l'expérience et l'expertise. Toujours la même chose. Tu ne sais pas faire, tu feras mal. Si tu apprends à faire, tu sauras faire. Voilà. Donc, en fait, rien n'est impossible. C'est juste une question de volonté dans ce métier. C'est toujours la même chose. Qu'on crée des produits, qu'on crée du service, qu'on crée des salons, c'est toujours une question d'expertise, d'expérience et de volonté. À part ça, je crois que dans notre métier, il n'y a pas d'autre chose à dire. Vraiment, c'est la question de feeling. Mais la chance qui claque à la porte, j'y crois vraiment pas. C'est beau, puis j'espère, en fait, je sais très bien que les gens qui ont écouté ce podcast-là ont bu tes paroles, puis j'espère que ça l'a... Parce que le sentiment que j'ai eu en te parlant et en échangeant avec toi pour toute la période du podcast, c'est vraiment que je me rappelle à quel point le métier qu'on fait est important, puis à quel point il est beau. Puis d'entendre quelqu'un de passionné puis de vrai comme toi, ça me rattache encore plus à pourquoi j'ai décidé de le faire, puis quel humain je veux devenir à travers ça. Bien sûr. Puis je suis sûr que ça a eu un impact pour tous ceux et celles qui l'ont écouté. Je souhaite de tout cœur que les gens essaient tes produits, parce que l'âme de toute la personne que tu es se retrouve derrière ce que tu fais. Je veux te remercier pour ton temps, mais surtout la générosité de tes propos.
Je pense que les gars, on peut s'entendre que c'était incroyable, c'était concis, c'était précis, c'était ressenti, c'était passionné, c'était Avec frais. le cœur, toujours, tu sais. 100% avec le cœur, ça a été un échange que j'oublierai jamais. Puis merci d'être venu de la France juste pour le podcast, en fait, c'était ça, faut le dire. Il fait un aller-retour juste pour silence on coupe. Mais Hein? C'était juste... Non, c'était pour te voir aussi. Mais merci pour l'échange, c'était vraiment, vraiment gratifiant. Puis j'espère qu'on va avoir la chance de le refaire. Puis qui sait, peut-être un jour en France, je passerai vous voir, puis on aura un échange. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Merci. Merci encore. Merci.